Retour en France maintenant avec un entretien à présent avec Pierre Gachon, cyber-expert chez Renault. Pierre Gachon, bonjour. Bonjour Julia. On évoquait les voitures tout à l'heure justement et le fait que de plus en plus les véhicules sont connectés avec des systèmes embarqués. Évidemment, ça augmente la surface d'attaque, les points d'entrée dans les voitures. Comment est-ce que vous abordez la cybersécurité dans ce contexte chez Renault ? Alors d'abord, il faut une prise de conscience. La première chose, c'est la prise de conscience de toute la chaîne managériale de l'entreprise, du collaborateur évidemment, jusqu'au PDG de l'entreprise, pour que chacun prenne ses responsabilités. Chez Renault, on a une infrastructure informatique, l'IT au sens large, et puis on conçoit, on fabrique des produits et des services, les voitures et tous les services de connectivité qui sont associés à la voiture. Et cet ensemble-là, ça doit se protéger, et on n'a pas le droit de vendre un produit et un service qui n'est pas bien protégé. Donc, premièrement, prise de conscience. Deuxièmement, processus. Les processus, on fait de la conception par design. Si on fait de la cybersécurité by design, par design. Donc, si on fait de la cybersécurité à la fin de l'étude, c'est trop tard. Et ensuite, on a soit que nos yeux pour pleurer, soit on augmente les coûts de la voiture. Donc, on prend la cybersécurité très en amont dans les processus, dans le plan de développement de la voiture. Ça veut dire qu'on intègre la cybersécurité dans l'ensemble des processus de conception, de fabrication, de logistique et d'après-vente. Parce que quand on fait une voiture, on prévoit son après-vente et donc on intègre tout ça. Ensuite, il y a la gouvernance. La gouvernance, la cybersécurité, c'est quoi finalement? C'est la gestion du risque. Et cette gouvernance de l'entreprise, elle va servir à apprécier le risque et à prendre des décisions. On a une vulnérabilité dans une voiture, on décide si on corrige la vulnérabilité ou pas, en fonction du risque que l'on prend, de la menace et du planning qui va nous permettre de corriger éventuellement cette vulnérabilité. Donc la gouvernance est fondamentale et la gouvernance ne se limite pas à un niveau d'exécutif, d'exécution entre guillemets au plus bas de l'échelle des ingénieurs, mais ça doit remonter quasiment au top de l'entreprise. Et ensuite vient la technologie. La technologie, elle est au service d'une stratégie de protection. La technologie, elle est au service d'une stratégie de détection et de réponse. Et la technologie, elle est au service du maintien en bon état de santé cyber de notre produit, de nos produits, tout au long de la vie du véhicule. Et ça, c'est fondamental. Parce que les enjeux, finalement, pour un constructeur automobile, au-delà de la protection de son activité quotidienne, donc de la protection de son informatique, c'est la protection du produit qu'elle vend. Et pour nous, ce sont des enjeux de safety. Donc ça, c'est important. Et il n'y a pas de compromis sur la safety. On constate qu'il y a une vulnérabilité qui pourrait nous engager sur de la safety, sur les problèmes de safety, on corrige. Bon, et ça, c'est fondamental. C'est le premier driver de l'entreprise. Le deuxième, c'est évidemment le respect de la réglementation. La privacy, la GDPR, mais aussi une autre réglementation qui touche les constructeurs automobiles et qui fait que si on ne la respecte pas, on ne peut plus vendre de voitures. Donc, ça n'est pas une option. C'est pas comme la GDPR où on peut être taxé. La sanction, c'est interdiction de vendre. Voilà. Donc là, ça n'est pas une option et on est obligé de se conformer à cette réglementation, quoi qu'il en coûte. Donc la cyber est vitale. La cyber est vitale, absolument. Alors, quelles pourraient être, juste pour qu'on essaie de comprendre, les motivations d'un hacker d'essayer de pénétrer, par exemple, dans un véhicule d'un particulier? Les motivations sont multiples. Vous avez deux types de hackers, les gentils et les méchants. Commençons par les méchants. Les gentils peuvent faire des dégâts aussi. Commençons par les méchants. La motivation, c'est d'abord économique. Ils veulent de l'argent. Ils veulent des données, des secrets d'entreprise
des données privées, hein, nom, prénom, numéro de téléphone, carte bancaire, etc., qu'ils revendent ensuite. Alors ensuite, il peut y avoir des menaces au sens du terrorisme. Bon, et effectivement, on n'en est pas encore là. Par contre, les plus grandes menaces que l'on voit, c'est du chantage. Si vous ne me donnez pas 50 millions de dollars, je vous bloque les charges de vos batteries. Voilà, de toutes les batteries électriques, de toutes les batteries de vos voitures électriques. Bon, on n'a pas eu ça, je vous rappelle, hein, je vous rassure. Mais voilà, c'est un scénario possible. Et puis, tout à l'heure, je vous ai parlé de gouvernance. La gouvernance, c'est aussi la gestion de crise, forcément. Et donc, ça veut dire qu'on fait des exercices de crise pour se préparer à ce genre de choses. C'est ce que j'allais dire. Vous devez préempter aussi la menace pour ne pas arriver toujours un cran en arrière. Alors, je vous ai parlé des méchants. Il y a d'autres scénarios, hein, évidemment. Il y a les gentils. Alors, les gentils, c'est les chercheurs, les gens qui ont envie de faire avancer un petit peu le système global de la cybersécurité. Mais je voudrais rappeler quand même qu'il y a quand même 2 gentils qui ont piraté la Jeep Cherokee il y a quelques années, et ça a failli coûter 500 millions de dollars à Fiat Chrysler. C'est quand même pas rien. 500 millions de dollars, c'était pas loin du free cash flow de Renault il y a quelques années. Donc, si on doit débourser 500 millions de dollars, ça fait mal. Ouais. Et vous faites aussi des bug bounty pour essayer de vous pousser un peu dans vos retranchements et essayer de simuler des bug bounty, comme on l'entend au sens propre du terme, on n'en fait pas encore. On va en faire, mais on n'en fait pas encore. Par contre, ce que l'on fait très clairement, ce sont des tests de pénétration sur nos systèmes, que ce soit les systèmes des parquets ou les systèmes de la voiture. On prend les calculateurs qui sont les plus exposés et ceux qui sont les plus critiques. Et là, on fait effectivement des tests de pénétration pour vérifier que l'implémentation de nos solutions de protection sont efficaces. Alors, quels sont les plus gros problèmes que vous rencontrez dans le recrutement des talents et dans la rétention des talents, qui est quand même un gros problème également pour beaucoup d'entreprises françaises? Je voudrais pas... Enfin, c'est à peu près la même chose que ce qui a été décrit ce matin. Par contre, je vais vous dire ce qu'on a fait. Je pense que ce qui est fondamental, c'est de créer une filière. Cette filière, les compétences, le besoin de compétences vient forcément des industries, des besoins des industriels. Et cette filière, il faut qu'elle aille jusqu'aux universités, jusqu'aux écoles d'ingénieurs, et peut-être même avant, on en a parlé ce matin, et en embarquant les laboratoires de recherche. Tout ça pour faire évoluer, évidemment, les technologies. Je parle de technologie, mais aussi les processus associés, hein, processus, méthodes, et pour ensuite recruter des gens qui ont de l'expérience, qui ont de l'expertise dans nos entreprises. Ce qu'on a fait, c'est que, premièrement, on a monté avec Télécom Paris une chaire cybersécurité, il y a déjà quelques années, chaire qui va être prolongée. Et puis, en parallèle de ça, alors sur un certain nombre de thèmes, hein, la détection, la privacy, l'identity management, etc. Et ça se décline comment concrètement, cette chaire? C'est une chaire de mécénat, très clairement, avec un certain nombre de sujets de thèse que l'on a élaborés, avec un parcours scientifique. Ensuite, on a besoin... On a des embauches, hein, on a réalisé des embauches, mais ce que l'on souhaitait aussi, on a parlé ce matin d'upskilling et de reskilling. On a construit des modules de formation qui vont de la sensibilisation pour tous les collaborateurs de l'entreprise, sans exception, jusqu'à des modules de reskilling qui permettent de rentrer dans le métier de la cybersécurité. Et aussi de former des gens qui sont connexes à la cybersécurité, comme des architectes électroniques dans le véhicule, enfin ingénieurs système. Voilà. Ces formations ont été construites en partenariat avec Télécom. Et le dernier module en particulier, hein, enfin la dernière formation dont je vous parle en particulier, qui est une formation certifiante, qui est une formation sur 9 mois, qui est une formation lourde, mais qui permet d'avoir ensuite des ingénieurs qui ont des prérequis, certes, parce que là, on rentre effectivement dans la technique, dans la technologie. Il faut que ces gens-là aient des prérequis de base, sont capables de rentrer dans le métier de la cyber
pour devenir des architectes cyber ou des gens qui sont très connexes, mais dans le monde de la technique et de la technologie, d'une architecture embarquée voiture. Quelles armes est-ce que vous avez pour retenir les talents face à d'autres entreprises, comme par exemple, on parle souvent des Américains, mais qui auraient peut-être plus de moyens ou plus de perspectives? Qu'est-ce que vous proposez donc aux jeunes, par exemple, qui rentrent? Alors, bon, si on était bien payé, chez Renault, ça se saurait. Donc, c'est pas trop le salaire. Mais on arrive à bien compenser. Il faut qu'on arrive à compenser par l'image de l'entreprise, la stratégie de l'entreprise et la perspective que donne l'entreprise. Je pense que l'entreprise est importante, le sens que donne l'entreprise est important. Ensuite, effectivement, il faut que les gens que l'on recrute, les talents que l'on recrute, sachent s'épanouir. L'épanouissement, c'est la responsabilisation des gens. Alors, il y a effectivement, quand on est tout jeune, qu'on sort de l'école, on démarre, mais il faut arriver à responsabiliser les gens, et ne pas faire que les décisions remontent systématiquement au patron, parce que sinon on perd du temps et ça ne marche pas. Voilà, donc c'est la responsabilisation et aussi la transversalité de l'activité. La cybersécurité, et j'ai un petit peu de carrière chez Renault, et j'ai fait quelques métiers, c'est probablement un des métiers les plus transverses dans une entreprise telle que Renault. Et dans sa largeur de tous les métiers, mais aussi dans l'autre dimension qui est le cycle de vie du produit. Voilà. Et ça, c'est super motivant parce qu'on voit le produit dans sa globalité, et puis on le voit aussi dans tout son cycle de développement, de production, et puis d'après-vente. Alors vous avez commencé à en parler tout à l'heure, mais est-ce que les constructeurs automobiles sont soumis à des réglementations, des normes cybersécurité pour les voitures? Vous avez dit il y en a, et effectivement, si vous les tenez pas, bah là, c'est l'activité entière qui est... Alors il y en a effectivement une qui est en vigueur depuis, si ma mémoire est bonne, depuis début 2021, et qui s'applique à mi-2022 et mi-2024 en fonction des typologies de voitures. Qui a deux axes. Le premier, c'est que l'on doit démontrer que nos processus sont conformes aux exigences de la réglementation. Et c'est le premier effet qui se coule. Si on n'arrive pas à démontrer ça, déjà, on ne passe pas à l'étape d'après. Et le deuxième, c'est l'homologation de nos voitures. Vous savez qu'une voiture est homologuée. En France, on a un bureau d'homologation qui s'appelle l'UTAC et le CNRV. Et on passe entre les fourches codines de l'UTAC et du CNRV pour démontrer que notre voiture est conforme à la réglementation. Un crash test, les crash tests font partie des partiels d'homologation que doit subir une voiture. La cybersécurité est un partiel à part entière, et si on ne respecte pas cette réglementation, on ne peut pas vendre nos voitures. Alors, la conception d'une voiture est complexe et les constructeurs automobiles s'appuient sur un réseau de fournisseurs qui est assez important, souvent dans des pays partout dans le monde. Que mettez-vous en place pour vous assurer que finalement vous êtes cyber-secure sur toute la chaîne de valeur? Alors ça, c'est aussi une excellente question. En fait, on le fait au travers de contrats. On contractualise entre Renault, entre nous et puis nos fournisseurs de rang 1. Alors, qu'est-ce qu'on contractualise? On donne, quand on a des exigences, on ne fait pas une voiture tout seul, on fait une voiture. C'est tout un écosystème qui conçoit et qui fabrique une voiture. Donc, on donne des exigences à nos fournisseurs, à nos partenaires, techniques, fonctionnelles et techniques. Et puis dedans, évidemment, on glisse de manière très, très claire des exigences de cybersécurité, de protection. Et on leur demande de nous fournir donc un certain nombre de résultats, et on leur demande aussi de cascader cet état d'esprit de protection chez leurs propres fournisseurs. Il faut qu'on arrive à construire cette chaîne de confiance. Parce que la vulnérabilité, enfin, les hackers sont des gens qui sont aussi très compétents, mais qui vont aller chercher le maillon le plus faible. Oui. Et ils vont aller se glisser. Là, ils ne vont pas essayer d'attaquer une voiture. Pas essayer, ils peuvent toujours le faire, mais nos voitures sont de plus en plus sécurisées aujourd'hui. Et plus on va aller dans des nouvelles générations d'architecture, plus elles le seront encore plus.
Donc les gens vont aller se glisser, les hackers vont aller se glisser là où ils peuvent et là où les gens sont les moins bien armés. Et finalement, ce n'est pas forcément les grandes entreprises, quoique on a des exemples, mais c'est aussi vers les petites entreprises. Et on a un réseau, un tissu de PME, de petites entreprises qui est aussi très très large. Alors, vous êtes dans l'automobile et vous êtes dans la cyber, peut-être deux domaines qui, a priori, ne pourraient pas attirer les femmes. Comment est-ce que vous faites chez Renault pour essayer d'apporter plus de diversité ? Bon, c'est une question que l'on a déjà débattue ce matin. Oui. Mais vous savez, encore une fois, il n'y a pas de quota, on ne fait pas de quota. Enfin, quand une personne se présente et qu'elle est compétente, on l'embauche, oui. Un homme ou une femme. Oui. On essaye de créer de la diversité, c'est clair. Maintenant, quand on est dans des pénuries, on n'a pas ce luxe. On n'a pas ce luxe. On essaye d'avoir ce luxe. Mais on n'a pas une démarche. Enfin, la démarche que l'on a, c'est d'aller dans les écoles, c'est de promouvoir. On promeut d'abord l'entreprise. Oui. Et ensuite, on promeut les métiers de l'entreprise. Et quand on promeut l'entreprise, on promeut le produit que l'on vend et les services que l'on vend et la notoriété de l'entreprise. Venez travailler chez Renault, c'est une belle entreprise. C'est un monde qui est en pleine transformation, l'automobile. Oui. En pleine transformation, et on le voit tous les jours. Et en plus de ça, venez faire de la cybersécurité, vous verrez un produit qui est exceptionnel et avec une activité qui vous permettra de comprendre ce que c'est qu'une voiture. Bon, je crois que votre message a été entendu. Je vous remercie beaucoup, Pierre Gachon. Merci d'être venu. Vous pouvez l'applaudir.